Alors, je continue avec la troisième étape qui consiste à classer les études sélectionnées. Vous avez rapporté peut-être 15, 20, 30 études. Vous avez les articles originaux, et là, maintenant il va falloir les classer, parce que tous ces articles n'appartiennent pas forcément à la même catégorie d'études. Donc, on peut être amené à faire une, deux ou plusieurs catégories d'études dans l'ensemble des études qui ont été rapportées et que vous avez décidé de garder pour votre synthèse. Et à ce stade, soit vous voyez tout de suite se dégager les grandes catégories d'études, soit vous ne les voyez pas parce que vous n'êtes pas encore assez habitué. Et donc, dans ces cas-là, je vous recommande de demander l'avis à votre directeur de mémoire ou à votre directeur de thèse pour vous aider dans la classification de ces articles. Au moindre doute, n'hésitez pas à le questionner. Alors, dans mon exemple, moi, j'ai rapporté, après recherche bibliographique, à la fois des études chez l'homme et chez l'animal. Donc, ce que je vais faire, c'est un tableau pour les études chez l'homme et un tableau pour les études chez l'animal. Alors, quatrième étape, définissez le contenu des colonnes de votre tableau. Alors, voici un modèle de tableau que je vous propose, mais qui peut bien sûr être modifié en fonction de votre domaine de recherche. La première colonne correspond au nom du premier auteur de l'article et l'année de publication. Alors moi, j'aime bien aussi rajouter le pays, parce que je travaille en population et donc c'est intéressant de savoir que l'étude a eu lieu au Japon, en Australie, en Europe, aux États-Unis ou en Afrique du Sud. Vous voyez, ce sont des informations qui peuvent être intéressantes. Alors la seconde colonne peut être le titre si vous en éprouvez le besoin. Je sais qu'il y a des étudiants qui aiment bien mettre le titre de l'article, donc ne vous en privez pas. Vous pouvez également donc mettre l'objectif de l'étude, donc par exemple ici, mettre l'objectif, le titre et l'objectif de l'étude, ça peut être intéressant dans un premier temps, mais après vous enlèverez ces colonnes. Donc dans un premier temps, un tableau transitoire beaucoup plus détaillé pourra vous apporter plus de confort dans le remplissage de ce tableau. Et ensuite, ici, vous allez rajouter des colonnes qui renvoient à des aspects méthodologiques spécifiques à votre domaine de recherche, des différentes études. Alors ensuite, après avoir vu les différents aspects méthodologiques de votre étude, vous pouvez vous ajouter une colonne avec les principaux résultats. Donc là, il faut donner des résultats chiffrés, mais concis. Et puis, la dernière colonne va être consacrée à faire vos propres commentaires, éventuellement à noter ou à pondérer cette étude par rapport aux autres, et également de mettre de façon un peu télégraphique les éléments de discussion qui vous paraissent très importants et qui ont été abordés par les auteurs dans leur article, dans la partie discussion. Donc voilà la structure globale, le squelette de ce fameux tableau. Alors quelques précisions maintenant supplémentaires pour le contenu des colonnes de votre tableau. Il peut être utile de noter les études, c'est-à-dire de leur attribuer une note, et certains résultats ont plus de poids si l'étude est très forte sur le plan méthodologique. Par contre, on donnera moins de poids aux résultats provenant d'études avec des limites méthodologiques importantes. Donc je vais vous montrer tout de suite je vais vous montrer juste après comment noter les études. Mais avant, je voulais juste revenir sur un aspect important de ce contenu de tableau, c'est que vous devez extraire l'essentiel des résultats, donc pas forcément tous les résultats. Vous savez, quand on fait des recherches, parfois on a un objectif principal, des objectifs secondaires, et peut-être que en ce qui vous concerne, c'est surtout l'un des objectifs secondaires qui vous intéresse, donc pas la peine de mettre tous les autres résultats, à moins que ça apporte vraiment de l'eau à votre moulin. Ensuite, le style doit être concis, plutôt télégraphique. Autant en général, on vous demande de faire des phrases avec des sujets verbes compléments, autant ici, dans ce tableau, on va plutôt chercher la concision. On peut très bien faire une liste à puces, des tirets, sans donc avoir à faire des phrases complètes avec sujet, verbe, complément. Ok ? Et surtout donc mettre des résultats chiffrés, en tout cas les résultats clés. Alors, je vais vous montrer maintenant comment évaluer les études selon des référentiels propres à chaque discipline.
Donc ici, premier référentiel, c'est le référentiel dit CLIMISH, qui est un référentiel pour les études toxicologiques. Dans cet article, les auteurs dressent finalement la liste des critères qui doivent absolument, la liste des critères auxquels doivent absolument répondre les études toxicologiques et écotoxicologiques afin de construire un score qui d'ailleurs s'appelle le score CLIMISH. Donc si vous êtes dans des études toxicologiques, je vous recommande d'aller chercher absolument cet article afin de voir comment vous pouvez noter vos études. Il existe également d'autres référentiels pour les études toxicologiques, et là je vous invite à demander directement à vos directeurs de mémoire ou professeurs. Dans le domaine des études épidémiologiques, donc plutôt dans les études observationnelles, il existe un référentiel qui s'appelle le Straub Statement, Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology. Donc c'est là un site que vous pouvez donc visiter, et vous allez trouver toute une série d'outils, de checklists qui vont vous éclairer sur les attendus d'un article en épidémiologie observationnelle. Donc vous trouverez notamment dans le site ici cette checklist à télécharger, checklist avec tous les critères, tous les items qui doivent être inclus dans une étude observationnelle. Donc ça va du titre, introduction, méthode, résultat, discussion, conclusion. Donc vous avez tous les attendus pour ce type d'étude. Alors dans les essais cliniques maintenant, eh bien on va avoir également un référentiel qui s'appelle Consort et qui permet de rendre compte de façon totalement transparente des résultats des essais thérapeutiques ou des essais cliniques. Ce Consort a été créé afin de garantir cette transparence, notamment vis-à-vis du public et pour éviter tout conflit d'intérêt avec des laboratoires de recherche, des laboratoires pharmaceutiques. Donc sur ce site, vous allez trouver différents outils, checklist, le flowchart, et un peu comme dans Straub Statement, vous avez le Consort Statement, qui va vous donner de nombreux repères pour juger de la qualité d'un essai clinique. Ces critères ont été publiés ici dans la revue que je vous cite ici du British Medical Journal. Donc vous pouvez voir cette checklist ici avec pareil, ce qu'on doit trouver dans le titre, dans l'intro, les méthodes, etc., etc. J'ai pas tout mis, mais vous avez donc des informations donc requises dans chacune de ces catégories de votre article. Et donc vous pouvez avec ça finalement évaluer la qualité des articles en fonction de leur adhésion à cette checklist. Alors toujours dans les études cliniques, vous avez notamment obligatoirement ce qu'on appelle un flowchart ou flow diagramme qui va rendre compte de la sélection des patients, combien de patients étaient éligibles, combien ont été exclus, le nombre de patients randomisés dans un bras, dans l'autre, et ici toute une série d'informations qui doivent figurer dans ce flowchart, dans chaque article. Pour clore cette parenthèse sur les référentiels, je vous invite à explorer les vôtres, à questionner l'équipe de recherche qui vous accompagne, afin de bien connaître les exigences et les challenges propres à chacun des domaines de recherche. Donc c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider et ça va renforcer la qualité de votre état de l'art. Alors voyons maintenant la 5e étape qui est l'étape de remplissage à proprement parler de votre tableau. Ici je vous donne un exemple d'une étude que j'ai complètement inventée. Donc par exemple, ici je suis sur une étude chez l'animal, publiée par l'auteur Truc et al. En 2012 aux USA. Le design, c'est 2 groupes de souris gestantes, l'une exposée, l'autre non exposée à une substance. L'animal ou la race ou la lignée cellulaire qui a été utilisée, c'est le rat bidule, la lignée cellulaire truc. Donc là, j'y connais pas assez, mais bon, quand vous êtes dans ce domaine, vous savez exactement de quoi je parle. Ensuite, vous avez la substance auquel a été exposé cet animal. Donc ici, c'est un phtalate, le 2HP, à raison de 15 microgrammes kilo par voie orale pendant 6 semaines. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de précis, mais télégraphique. Qu'est-ce qu'on a mesuré ? On a mesuré le marqueur machin, qui est mesuré avant, juste après et 6 mois après l'exposition. Ou bien ça peut être des tumeurs d'organes mesurées par la technique XYA.
Donc voilà pour les effets mesurés. Puis les principaux résultats, les concentrations en marqueurs machin chez les exposés et non exposés, avec par exemple moyenne écart type, et éventuellement un petit p pour voir si ça diffère significativement. Le pourcentage d'animaux avec tumeur chez les exposés versus les non exposés. Et puis je rajouterai une dernière colonne où j'ai pas pu ici pour le diaporama, c'est des commentaires, des conclusions avec quelques éléments de discussion qui vous paraissent importants.